Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Francine Christophe, survivante du camp de Bergen-Belsen. Aujourd'hui âgée de 91 ans, elle nous décrit dans ce podcast l'ambiance de l'avant-guerre, nous raconte les circonstances de son arrestation, l'enfer du camp de Drancy, la vie au camp de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Sa survie, elle le doit à son statut spécial de fille de prisonnier de guerre. Protégée par la Convention de Genève, elle a donc bénéficié de conditions de détention moins dures que d'autres déportés et surtout de ne pas être déportée vers le camp d'Auschwitz, qui est un camp d'extermination. Mais laissons Francine Christophe nous raconter son périple vers le camp de Bergen-Belsen. Vous êtes prête ? Toujours, comme les éclaireuses. Très bien. Bonjour Madame Christophe, je vous remercie de m'avoir accueillie chez vous. Pourriez-vous vous présenter et me dire votre âge ? Alors, je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. Très mauvaise année, puisque c'est l'année où Hitler a pris le pouvoir. Mais évidemment, je ne m'en suis pas occupée à l'époque. Donc, vous avez été arrêtée en Charente lorsque vous et votre mère avez essayé de passer la ligne de débarcation. Puis après un long périple, vous avez été déportée à Bergen-Belsen. J'aimerais tout d'abord savoir quels sont les souvenirs que vous avez de cette époque, notamment avant l'arrestation. Est-ce que vous aviez le sentiment déjà à l'époque que vous étiez exclue ? Alors, j'ai été arrêtée effectivement à la ligne de démarcation, à La Rochefoucauld. Nous portions nos étoiles à Paris et pour partir, ma mère avait décousu la vignette, la sienne aussi. Et quand on s'est approché de la ligne, bien entendu que notre cœur battait. On nous avait dit qu'il fallait passer là, parce que la ville de La Rochefoucauld n'avait pas encore été occupée, et quand nous sommes descendus du train, le quai était couvert de troupes. Elles étaient arrivées, on n'avait pas eu le temps de nous prévenir. Donc, contrôle des voyageurs. Alors, on a contrôlé tout le monde, nous aussi, et on nous a mis de côté. Ce qui nous a semblé bizarre. Il n'y avait pas que nous, il y avait une femme avec ses deux filles. Pour quelle raison ? Est-ce que la fausse carte d'identité était mal faite ? Est-ce que tout simplement ça se voyait sur notre figure qu'on avait une trouille terrible ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Bon, quand tout le train a été visité, on nous a dit maintenant vous allez à la commande en tour. À la commande en tour, on nous a séparés, maman et moi, et on l'a interrogée la première. Pendant ce temps-là, j'étais dans une pièce avec un soldat armé, bien sûr. Il y a un énorme chien. Je me demande si c'est pas de là, d'ailleurs, que date ma peur des chiens. Il était tellement énorme que j'ai eu peur tout le temps. Et puis j'ai entendu de temps en temps maman qui criait « Non, non, mais non, je ne suis pas juive, mais non !» Au bout d'un moment, la porte est ouverte et un Allemand a dit « Bon, c'est plus la mère, c'est la fille maintenant. » Et est-ce que maman avait reçu 2-3 gifles possibles ? J'ai trouvé qu'elle avait les joues rouges. Bon, c'était à moi. Je suis donc passé devant une grande table. D'un côté moi, de l'autre côté tout un tas de militaires de tous les grades. Et il y en avait un au centre qui dirigeait tout. Qu'est-ce qu'il avait eu comme grade ? Je ne sais rien. Enfin, il était plus gradé que les autres. On m'a posé évidemment la question, tout de suite. « Tu es juive ?» ?»« Non, monsieur, je n'étais pas juive. » Maman m'avait dit surtout, ne cède pas. Chaque fois qu'on te dira « Tu es juive », tu dis « Non ». Bon, j'avais mis ça dans ma tête. Il fallait pouvoir le faire. « Tu es juive ?» ?»« Non, monsieur. »« Bien sûr que tu es juive, puisque tu voulais passer la ligne. »« Non, monsieur, je voulais passer la ligne parce que j'allais en vacances chez mes oncles et tantes, qui habitent de l'autre côté de la ligne. » Et le ton a monté. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était gentil, enfin qui faisait le gentil. Allez, mignonne, dis-le que tu es juive, on ne te fera rien. Et l'autre qui, au contraire, hurlait. Nous le savons bien que tu es une cochonnerie de juif, nous le savons, allez, dis-le. Je crois que j'ai tenu un bon moment. Et puis,
ils ont ramené maman avec moi. Et là, il y a un des soldats qui a dit, si vous n'avouez pas, regardez-la bien votre fille. Si vous n'avouez pas, nous l'emmenons. Et là, qu'est-ce que ça fait une mère? Eh bien oui, nous sommes juifs. Bon, ben ça y est, elles ont avoué. Alors, on va à la commande Lantour. Donc, on est parti à la commande Lantour avec la femme et les 2 filles qui avaient été prises en même temps que nous. Alors là, l'Allemand a dit, bon, eh bien, vous avez avoué la prison. Donc, nous sommes partis en prison. La prison, c'était pas une vraie prison, c'était la halle au grain, et qui était transformée en prison. Ce qui est amusant, c'est que cette halle au grain existe toujours. J'y suis allée il n'y a pas tellement longtemps, quelques années, 3-4 ans, je ne sais plus. On y avait mis une plaque au nom de tous ceux qui étaient passés là, donc je suis sur la plaque. Là, je suis resté 4 jours. De là, nous sommes allés à Angoulême. Angoulême, c'était une vraie prison. Là aussi, il y a une plaque, il y a le nom. Et là, j'ai fait de la cellule. Il y a quelques années, j'étais chez des amis, et on parlait du salon de la BT à Angoulême. Et je dis, ah, Angoulême, mais je connais très bien, je connais même la prison. J'ai fait de la cellule à Angoulême. Quoi? Francine? T'as fait de la prison? Ah oui, c'était en 42. Bon, alors, c'était une vraie prison. On nous a mis en cellule et nous étions 12 dans une cellule de 2, un peu serrée. Et dans la cellule, il y avait même un bébé de 10 mois. Mais comme il était juif, il était en cellule. Là, nous sommes restés également 4 jours. Et de là, on nous a emmenés à Poitiers, au camp de Poitiers. Ce camp de Poitiers, très grand, il était divisé en 2. D'un côté, les juifs, de l'autre, les tziganes. Les tziganes s'approchaient d'ailleurs du barbelé. Un petit sou, mesdames, un petit sou, s'il vous plaît. Je m'en souviens encore. C'était très sale. Il y avait des rats qui couraient partout. La nuit, ça nous passait sur le visage quand on dormait par terre sur de la paille. Et un jour, on a même trouvé un rat dans la soupe. En fait, moi aussi, j'aimerais vous demander, avant votre arrestation, est-ce que vous vous sentiez menacée parce que vous étiez juive, hein? Quelle était en fait l'ambiance de l'époque? Bon, mon père était prisonnier de guerre, il n'était pas le seul. Hein. Même notre voisine de palier avait un père prisonnier de guerre. Et les délégations de soldes n'étaient pas touchées à l'époque, ce qui fait que cette voisine et maman n'avaient pas un sou. Et elles étaient obligées d'aller à la fermeture des marchés pour ramasser des trognons de choux ou des fruits avariés. Mais enfin, on était libre pour l'instant. Et puis il y a eu tout un tas de choses qui nous ont perturbé la vie. Je ne me souviens pas exactement de tout, mais par exemple, je me souviens que, bon, un jour, on nous a dit qu'il faut porter l'étoile. Donc on est allé chercher cette étoile. Il fallait donner de nos précieux tickets de vêtements, c'était ça. On prenait beaucoup, je crois même qu'il fallait les payer. On avait le droit à 3 étoiles par personne, parce qu'il fallait toujours avoir une étoile sur soi. C'est-à-dire que si on portait une veste, il y avait une étoile, mais si on avait trop chaud et qu'on enlevait la veste, il fallait qu'il y ait une étoile en dessous. Donc je suis allé à l'école avec mon étoile. Je peux même raconter quelque chose. Le premier jour, maman m'a conduite à l'école, j'avais eu peur que je me sente mal à l'aise ou que j'ai des ennuis. Et en passant place Tocqueville, il y avait 2 marchandes des 4 saisons, ça n'existe plus, auxquelles nous avions l'habitude d'acheter. Et il y en a une qui a regardé maman, qui a dit « Madame Christophe, vous êtes juive? Mais c'est comme ça, une juive ?» Bon, donc je suis partie à l'école avec mon étoile, et après je l'ai mise tous les jours. Mais en arrivant à l'école, tout de même, évidemment, toutes les petites filles m'ont regardé. Et la directrice, je connais encore son nom, Madame Perrin, elle m'a prise dans ses bras devant toutes les filles. Et cette espèce de câlin voulait dire, pas touche, hein, elle est juive, mais on l'embête pas. Et je n'ai jamais eu, jamais, aucun ennui. Il n'y a qu'une fille qui un jour m'a pincé le bras presque jusqu'au sang en me traitant de sale juive. Et nous avons su plus tard que son père était collaborateur. Ça expliquait tout.
Bon, donc j'ai mon étoile. Il y a des choses qui me gênent, par exemple, quand je veux aller jouer au jardin public. J'avais l'habitude d'aller soit au parc Monceau, soit au soir des Batignolles. Et là, le gardien m'a dit, toi, tu ne peux pas rentrer, tu es juive. Alors des choses comme ça, c'est désagréable. Et vous vous sentiez menacé? Vous aviez conscience de ce qui pouvait vous arriver? Je commençais à avoir peur. Pas vraiment, mais un peu. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Parce qu'un jour, on était passé dans une rue où habitaient des amis, et il y avait leurs meubles sur le trottoir. Et maman m'a dit, tu vois, on est en train de vider leur appartement. Ils sont partis se cacher, mais on vide l'appartement. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont à faire de leurs meubles. Ah, mais ça part en Allemagne. Ah, avec des choses comme ça perturbe. Et votre maman vous a raconté, vos parents vous ont raconté des choses? Je me souviens un soir plutôt, on est allé chez un de nos cousins, un médecin qui habitait à 3 minutes de chez nous. Et il était, quand on n'a pas fait attention à l'heure, et quand on est sorti de chez lui, il était 8 heures. Donc on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures. Et là, maman m'a dit, fais très attention, il faut marcher vite, ne cours pas, parce que ça étonnerait, ne cours pas, mais marche vite, pour qu'on arrive rapidement, parce que s'il y a une inspection, on a dépassé l'heure. Ça, c'est un vilain souvenir. Il y a plusieurs choses comme ça. Et on en parlait dans votre entourage? Vous savez, on ne voyait pas grand monde. Papa était prisonnier, mon oncle, ma tante et mes cousines étaient à l'autre bout de la France. On ne voyait pas grand monde. Un jour, maman m'a dit, tu sais, on va partir. Partir. Oui, on va partir. On va aller rejoindre tonton Daniel et tante Suzanne, qui sont de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il faut absolument y aller. Mais avant, on va essayer de cacher des choses. Et moi, je ne comprenais pas très bien tout ça, mais les gens, évidemment, savaient. Et on a enlevé plein de choses de l'appartement. Je me souviens qu'il y avait un garage en face de chez nous. Et la garagiste a dit à ma mère, vous allez mettre 2 ou 3 choses chez moi. Là, elles seront bien, on n'ira pas voir. Ça m'a étonnée. Et maman avait une très bonne amie qui a loué une chambre de bonne dans l'immeuble. Et c'est pareil. Le concierge et le locataire ont transporté le bureau de papa et plusieurs choses dans la chambre de bonne. Tout ça, c'est assez perturbant. Hein. Jusqu'au jour où maman a dit, allez, on part. Elle vous a expliqué pourquoi? Oui, je l'avais compris. On est parti en train. Alors elle m'a dit, tu sais, on va aller à la gare. Tu ne parles à personne, mais vraiment à personne. Tu fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Donc on est allé à la gare. Maman m'a dit, voilà, c'est le train là, celui-là. Monte, ne discute pas. On est monté, on s'est assise. Ah oui, j'oublie de vous dire que, avant de partir, on était passé chez une vieille amie de ma grand-mère, où on avait décousu nos étoiles. C'est elle qui les avait. Donc, à la gare, on est monté dans le train, et quand le train a démarré, maman a dit, ça y est. Je me souviens qu'elle avait fait faire des faux papiers. Et le train est allé jusqu'à... Je ne sais plus où. On a changé de train. Mais je ne sais plus si c'était à Angoulême, à Poitiers, je ne sais rien. Mais dans le deuxième train, c'était un vieux train avec les compartiments indépendants. Et là, il y avait un bonhomme qui fumait. Mais qui fumait, ça sentait mauvais. J'avais presque envie de vomir tellement ça sentait. J'ai rien dit. Et on est arrivé, c'était la Rochefoucauld. Donc on retrouve. D'accord. Et donc c'est là que vous avez été arrêté. On nous dit, voilà, c'est là où on nous dit descendez sur les quais. D'accord. Et seulement vous ou tout le monde, tout le monde dans le train est sorti? Non, je vous ai dit, il y avait aussi la dame et ses 2 filles ont été mises de côté. D'accord. Et pourquoi vous le savez? Enfin, vous aviez été dénoncé? Est-ce que les papiers étaient mal faits? Est-ce que j'avais tellement peur que ça se voyait? Et la troisième chose, c'est que le bruit a couru qu'on avait été dénoncé. Ça, on n'a jamais pu le prouver. Hein. Enfin, on a été arrêté. D'accord. Après Poitiers, on est allé à Drancy. Là, on est resté 3 semaines. Drancy, c'était une espèce d'enfer horrible. Il y avait du mâche-fer par terre. Ça faisait de la poussière, on avait la peau grise. Et là, on a commencé à avoir faim. Et au bout de 3 semaines, on est parti.
pas pour l'Allemagne, non, pour Pithiviers. Pithiviers, c'était un grand camp dans le Loiret. Il y a eu, je me souviens, une très grande déportation. Il y en a eu d'autres, mais moi, je me souviens de celle-là, parce que est partie dans cette déportation la sœur et les enfants de cette femme. C'était la sœur d'une dame dont le mari était prisonnier avec papa, et elle était là avec son enfant. Ah oui, il s'est passé quelque chose de terrible à Pithiviers. Les gendarmes passaient dans les baraques et avec des listes et annonçaient les noms. Et un jour, ils ont crié mon nom et pas celui de maman. On rendait compte de l'émotion. Maman m'a dit, il faut qu'on s'en tire, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. On est partis dans le camp comme deux folles, on courait d'un endroit à l'autre. Tous les gendarmes qu'on rencontrait, on leur disait, mais voilà le cas. Oh, ben madame, oh. Mais sire, écoutez bien, monsieur le gendarme, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a la maman qui a dit, vous n'avez qu'à la laisser aller à la fouille, et vous la reprendrez ensuite. Et maman a dit, mais il n'en est pas question, la fouille. C'est tout de suite le train, et elle va partir. Non. Et on a fini par trouver un gendarme. Alors là, il faut que je raconte une histoire de famille. Ma grand-mère paternelle, veuve très jeune, s'était remariée. Et elle s'était remariée avec un gendarme, le colonel Streff. Et maman dit à un gendarme, au camp de Pithiviers, « Est-ce que par hasard vous ne connaissez pas le colonel Streff ?»« Oh, si madame, je l'ai connu, j'étais sous ses ordres de telle année à telle année. Ah, c'est mon beau-père. Voilà ce qui arrive. » Et ce gendarme-là a réussi à m'enlever du convoi. Le soir, on était de pauvres chiffres molles, on n'en pouvait plus. Après Pithiviers, on est allé à Beaune-la-Hollande. Quand on est arrivé à Beaune-la-Hollande, c'était un camp vide, parce que là aussi, il y avait eu une déportation. Il y avait Madelon, la jeune femme dont le père était prisonnier avec le mien, son fils, et 2-3 autres personnes. On en a arrêté quelques-uns. Petit à petit, les gens sont arrivés. Mais il y avait si peu de monde dans ce camp, c'est incroyable, qu'on nous a tous mis dans la même baraque, les hommes et les femmes. Simplement, on a dû construire une cloison entre les deux parties. Mais comme on n'était pas nombreux, petit à petit, c'est rempli. On est reparti, toujours en wagon à bestiaux. Et cette fois, on est encore passé par Drancy. Là, cette fois, à Drancy, j'y suis resté 1 an. Le camp avait changé. Les Allemands voulaient que ça soit un camp modèle. Alors on a enlevé le mâche-fer, on a fait pousser de l'herbe, enfin tout un tas de choses. On a donné des cours aux enfants. Et puis un jour, au bout d'1 an, pareil. Allez, on part. Et où? On ne savait pas. Alors, les déportés normaux, ils quittaient Drancy dans des bus. Nous, on a quitté Drancy dans des camions bâchés. Et les déportés normaux quittaient Drancy pour la gare de Bobigny. Nous, on est partis par la gare de l'Est. Et je me souviens que on était là, on attendait les femmes et les enfants avec notre barda. Il fallait tenir les petits parce qu'ils voulaient courir partout. Et une de nos compagnes, qui parlait très bien allemand, s'est approchée d'un vieux soldat. Il lui a dit, « C'est pas beau ce que vous faites. Ah, c'est pas beau. » Et à sa grande surprise, il a répondu, « Nous serons punis un jour. » Extraordinaire. C'est incroyable. Donc le train est parti. Mais c'est pareil. On était des privilégiés. On est parti, non pas en wagon à bestiaux comme tout le monde, mais en wagon de voyageurs. C'est comme ça que j'ai compris que, comme on était femmes et enfants de prisonniers de guerre, on était donc protégés par la Convention de Genève. D'accord. Ce qui fait que nous, on n'avait pas le droit au wagon à bestiaux, mais on avait le droit à un vrai wagon. D'accord. Et comment vous l'avez appris ça? Pendant le voyage ou comment ça s'est passé? Ou après? Je ne me demandez pas. Ok. Je ne sais pas. J'ai dû le savoir à l'époque, mais maintenant je ne sais plus. Donc vous vous sentiez un petit peu protégé? Non, mais si je ne suis pas morte, c'est grâce à la Convention de Genève, parce qu'on m'aurait envoyé à Auschwitz et je serais morte. Comme on m'a envoyé à Bergen-Belsen, qui n'était pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration, protégée comme je l'étais, je ne suis pas morte.
D'accord. Donc, on est parti dans un train de voyageurs et c'est incroyable. Il y a même des voyageurs qui, pour aller au wagon-restaurant, sont passés dans le couloir de notre wagon. On les voyait par la vitre du compartiment. Et comme on avait quelques sous en poche, on leur a même demandé, les mères ont ouvert la porte et ont dit « Est-ce que vous pouvez apporter un petit peu d'eau pour les enfants ?» Ce qu'ils ont fait. Et puis alors on est arrivé à Hanovre. Et à Hanovre, il y a eu un terrible bombardement. La gare a été bombardée. On nous a fait sortir des wagons et entrer dans les sous-sols, dans les caves de la gare. Là, les Allemands ont même fait pousser les Allemands, les civils, pour laisser un peu de place à ces femmes et ces enfants juifs. Incroyable. Hein. L'alerte a été finie quand le bombardement s'est arrêté. On est remonté dans un train, mais différent. Je ne me souviens plus ce qui s'est passé, mais ce n'était pas le même train. Et on n'était plus gardé par des soldats, mais par des types avec des grands manteaux de cuir jusqu'aux pieds, avec un air mauvais. Ça, c'était la Gestapo. On n'avait encore jamais vu ces gens-là. Et puis, on a roulé, et puis on s'est arrêté. Et on est descendu. Là, on les a mis dans des camions à rouler. Où allait-il? J'en sais rien. Et c'est en arrivant dans le camp que nous avons su que ça s'appelait Bergen-Belsen. On ne savait pas jusque-là. Là, il fallait descendre du camion. Ils appelaient nos noms en les écorchant d'ailleurs. On avait du mal à comprendre. On nous a mis dans des baraques. Je me souviens qu'il y avait des Hollandais déjà. On nous a apporté de la soupe et on a trouvé ça tellement mauvais qu'on a dit on n'en veut pas. On va se nourrir avec ce qu'on a apporté de Drancy. Parce que là aussi, comme on était privilégiés, on avait le droit à des colis à Drancy, pas les autres. Les enfants hollandais se sont précipités sur notre soupe. Vous n'en voulez pas? Oh non, c'est mauvais. Oh, donnez, donnez. 2 jours après, on mangeait la soupe comme tout le monde. Hein. Et là, la vie de Bergen-Belsen a commencé. Pouvez-vous nous raconter comment c'était la vie à Bergen-Belsen? Je ne sais pas par où commencer. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous êtes arrivé à Bergen-Belsen? Je suis arrivé à Bergen, donc j'avais 9 ans. Oui, puisque c'est à Drancy que j'ai fêté, si on peut dire, mes 9 ans. Donc j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Et donc depuis l'arrestation jusqu'à 9 ans et demi, vous n'avez pas pu aller à l'école? Non, mais l'école, elle avait été faite à Drancy par des gens dévoués. Alors à Bergen, je ne sais pas par où commencer. Vous aviez peur? Non, j'avais pas peur. Non, j'avais des petits copains, Plasek entre autres. Ah, c'est là où vous avez rencontré Léon Plasek? Ben oui, il était enfant de prisonnier, il était avec moi. Les enfants même, on s'amusait. Vous savez, un enfant, il faut que ça joue. Ça joue comme ça peut, hein, avec ce qu'il y a. Donc la vie de Bergen a commencé. La soupe 3 fois par jour, non 2 fois par jour, pardon. Le matin un jus. Il paraît que c'était fait avec des glands. Et le soir un tout petit morceau de margarine, une tranche de saucisson. Et on avait une tranche de pain le soir. Une tranche d'au moins 4 ou 5 cm. Je me souviens qu'on coupait cette tranche de pain avec un mètre pour que tout le monde ait autant. Les premiers temps, oui, on a eu 4 ou 5 cm. Et après, ça a diminué. On a plus de 2 cm par semaine, hein, c'est pas par jour. Et puis après, il n'y a plus de pain. C'est là qu'on a commencé vraiment à maigrir. Alors, le travail, il y avait des commandos qui partaient tous les jours. Mais c'est pareil, c'était pas des commandos comme dans les autres camps. Enfin, ça, je le sais plus tard. Hein. C'était des commandos beaucoup plus faciles. Toujours grâce à la Convention de Genève. Par exemple, il y avait le commando des cocons. Les femmes devaient dévider des cocons. C'était pas plaisant, des journées entières de boue avec une odeur nauséabonde. Mais ça n'a rien à voir avec les travaux de terrassement qu'il y avait à Ravensbrück, par exemple. Et les enfants restaient au camp. Et maman a été nommée chef de baraque par les amis. Et donc c'est elle qui nous gardait. Et elle essayait de nous faire travailler.
Elle avait beaucoup de mal parce qu'il y en avait des petits qui voulaient ficher le camp un peu partout, il fallait les surveiller. Je me souviens qu'elle essayait de les laver, elle leur nettoyait les oreilles, elle faisait plein de choses. Vous étiez combien d'enfants, vous le savez? Exactement 77. D'accord. Il y avait une femme très très gentille que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui s'appelait Madame Plasek, La mère de Léon Plasek. bien sûr. Et comme maman devait s'occuper de tous les enfants, elle disait à Madame Plasek, gardez Francine, je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Elle me gardait. Et j'ai un souvenir, je vous le raconte. Madame Plasek parlait yiddish parce qu'elle était d'origine polonaise. Ce qui n'était pas notre cas. Les juifs français, on ne parlait pas yiddish. Et elle me disait, Francine, tu es maigre, mais tu as quand même une grosse tourosse. Ça voulait dire, tu as quand même un gros cul. Elle avait beaucoup d'humour. J'ai jamais oublié ça, la tourosse. Et toute ma vie, j'ai eu un gros tourosse. Vous n'avez pas l'air pourtant. Et donc après Bergen-Belsen, vous êtes resté combien de temps d'abord à Bergen-Belsen? Un an, puis ça s'est sacrément dégradé. Hein. On a eu de moins en moins à manger. Et il y a eu surtout une chose épouvantable, c'est qu'il y a eu une épidémie de typhus. Et ça a tué beaucoup de gens. Moi, je ne l'ai pas eu, un coup de chance. Et une autre chose à dire, je sais plus. On parlait du quotidien de Bergen-Belsen. Il y avait un appel le matin, comme dans tous les camps, avec interdiction de ramasser ce qui tombe. Et quand il fait froid, c'est que dans ce coin d'Allemagne, ça descend à moins 20, moins 25, hein, des fois. Or, on était mal vêtus, on était le ventre vide. Et un jour, maman est tombée pendant l'appel. Or, il était interdit de ramasser les gens tombés avant la fin de l'appel. À la fin, je l'ai ramassée, mais alors, elle était froide, elle était glacée. Je me suis mise sur elle pour essayer de la réchauffer. On a mis du temps. Tout ça, c'est traumatisant pour une petite fille, non? Vous avez encore des souvenirs qui vous ont traumatisé? Oui, j'ai tout un tas de souvenirs, mais je ne sais pas par lesquels commencer. C'est ça qui est terrible. Je cherche. Il y a tellement de trucs à dire. Bon, on a commencé à vraiment avoir beaucoup de morts. Et tellement de morts qu'on ne savait plus quoi faire des cadavres. Parce qu'à Auschwitz, les cadavres, on les brûlait, c'était bien propre. Nous, on avait un seul four, et on a eu tellement de cadavres à cause du typhus, à cause d'autres choses, de dysenterie, un tas de trucs, qu'on ne pouvait pas les brûler. Donc on avait des cadavres partout, ça traînait. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que, par exemple, pour aller aux latrines, il fallait qu'on enjambe les cadavres. Tellement il y en avait. Et les enfants, on a continué à jouer, parce que comme je vous disais, un enfant, il faut que ça joue. Et on jouait à quoi? À compter les cadavres. Et oui, on les comptait. Quand vous étiez enfant, vous rendiez compte des choses terribles en fait qui vous environnaient? Je me souviens même qu'il y avait une femme et sa fille, elles se sont laissées mourir de poux. Mais vraiment de poux. Maman disait toujours, même si tu hurles, l'eau est glacée, je sais, mais j'essaierai quand même de te tenir propre. Et elle le faisait. Je criais. Hein. Et elles n'ont pas voulu. Et je me souviens, on les a sorties de la paillasse, on les a dénudées devant nous toutes. La mère est morte de poux, de saleté. La fille, on l'a sauvée. Maman disait toujours, j'aime mon mari, il faut que je le retrouve. D'ailleurs, après la guerre, je peux raconter ça? Oui. Après la guerre, quand j'ai revu Rosemarie le Riche, Rosemarie était avec nous, et son garçon, Rosemarie m'a dit, quand j'ai vu ton père, j'ai vu un prince. Je dis comment? Oui, j'ai vu un prince, parce que ta mère en parlait tellement, avec admiration, tellement, que pour moi c'était un prince. Donc c'est l'amour qui a motivé votre maman à survivre? Exactement. Comment se sont passées les retrouvailles? Il faudrait peut-être d'abord que je vous raconte la libération. Bon, un jour, les Allemands ont dit, on ne reste pas ici, on s'en va. Et ça, il y a eu ça dans toute l'Allemagne. Devant l'avancée des troupes d'un côté russe, de l'autre côté américain, etc., on mettait les gens sur les routes,
pour qu'ils échappent aux Allemands. Il y en a qui sont partis à pied, c'est ce qu'on a appelé les marches de la mort. Nous, comme on était privilégiés, on est partis en camion. Et je me souviens encore que maman et moi, on a couru comme deux folles pour aller dans un camion, parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Et les Allemands ont arrêté le camion, ils ont fait descendre 12 hommes, qui n'avaient rien à faire là, et devant nous, ils les ont fusillés. Je vois encore les 12 cadavres par terre. Donc on est parti, en emportant ce qu'on ne pouvait pas emporter. Il y en a qui ont emporté quelques bouts de sucre, un petit biscuit qui restait de France. Et puis on est parti dans un train. Encore un train. Un de plus. Et notre train, il a bourlingué pendant 3 semaines. D'ailleurs, on l'a appelé le train fantôme. Parce qu'on ne savait pas du tout où il allait, ce qu'il faisait, rien. Parce que ce train, chaque fois qu'il avançait, il était obligé de reculer parce qu'il y avait un bombardement ou des troupes alliées qui arrivaient. Donc il partait, il reculait. Il partait, il reculait. On ne savait pas ce qui allait se passer. Il y avait des Allemands dans ce train aussi. Des gardiens. Mhm. Il y avait tout. Il y avait quelques wagons à bestiaux. Il y avait quelques wagons de voyageurs, incroyables. Il y avait même des wagons plateaux. Il y a donc des femmes qui ont voyagé avec ce froid sur des wagons plateaux. Bon, et le train, finalement, il avançait. Et puis un jour, il s'est arrêté. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on n'avait plus à manger, plus du tout. Avant de partir de Bergen, on avait tous reçu un gros rutabaga. Il a été vite mangé, le rutabaga. Alors on faisait cuire des orties sur de cailloux. Et quand le train s'arrêtait près d'un ruisseau, on allait s'épouiller dans le ruisseau. Donc un jour, le train s'est arrêté. Et cette nuit-là, comme ça ne bougeait pas, qu'il n'y avait pas de bombardement, on a dormi. Et quand on s'est réveillé, on a vu arriver des soldats à cheval, avec des gros bonnets en fourrure et les yeux étirés comme des Asiatiques. C'était des Mongols. Et ils nous ont dit, nous sommes Russes, vous êtes libérés. Libérés. Qu'est-ce que ça veut dire, libérés? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez rêvé de cette libération, tant et tant de fois, et que tout d'un coup ça arrive? On n'y croit plus. Libéré, ça ne veut plus rien dire. J'ai connu, après la guerre, un officier français qui m'a dit, j'ai fait partie d'un groupe qui a délivré un camp, je ne sais plus lequel. Il m'a dit, je suis entré dans la baraque, et j'ai vu ces pauvres choses qui n'en pouvaient plus, par terre, dans la paille, et je leur ai dit, vous êtes libres. Ils nous regardaient avec des yeux vides, sans comprendre. Vous êtes libres, je vous dis, regardez mon uniforme, je suis venu pour vous libérer. Non, ils ne comprenaient pas. Ben nous, c'était pareil. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait, mais on était libérés. Ils nous ont dit, quittez le train, il y a un village là, et allez vous installer dans les maisons. C'est ce qu'on a fait. Les maisons étaient vides parce que on a su plus tard que ces gens qui nous avaient libérés, c'était des Russes, et que les gens avaient peur des Russes. Donc les gens de ce village avaient tous été cachés. Donc on les a dans leur maison. On a trouvé que c'était beau, une maison. On ne savait plus ce que c'était. Et il y a une chose qui nous a étonnés, c'est qu'il y avait de la nourriture, qu'on a mangée, bien sûr. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Nous, on meurt de faim à quelques kilomètres, et eux, ils ont à manger. Puis il y avait des vêtements. Nous, on n'a rien à se mettre, et eux, ils ont des vêtements. Ça veut dire quoi, ça? Je me souviens que maman s'est mis une robe absolument ridicule. Elle était tellement maigre que ça lui tombait comme ça, comme une Suisse de nuit. Un soir, il y a eu un bruit absolument épouvantable et on nous a dit, surtout, enfermez-vous dans les maisons, ne bougez pas. On a su plus tard que c'était les troupes russes qui remontaient à Berlin pour la dernière bataille. Et il ne fallait pas qu'on sorte parce que là aussi, on ne savait pas. Les Russes violaient. Même des fois, les déportés ont été violés. Mais on ne savait pas. Je crois qu'on est resté 2 mois à Trebis. Et un jour, maman a été malade et c'était le typhus. Alors les Russes avaient installé un hôpital de campagne
Il savait très bien soigner le typhus, parce que le typhus, c'est une maladie des régions peu développées. Or, il y avait encore des régions très peu développées en Russie, donc il y avait du typhus, il savait le soigner. Et entre autres, il y avait dans l'hôpital de campagne à Trebitz, une doctoresse extraordinaire qui s'appelait Sokolevskaya, vous voyez, je m'en souviens encore. Quelle mémoire! Donc c'est curieux, il y a des noms comme ça qui sont inscrits, qui ne partent plus. Donc elle était sur une civière, je la vois encore par terre dans sa civière en attendant que vienne la chercher. Et là, elle m'a dit quelque chose qui me fait pleurer. Elle m'a dit, tu vois, j'ai vécu tout ça pour papa, et maintenant j'ai le typhus et je ne vais plus le voir. Et ça, vraiment, j'ai pleuré. C'est la seule maman où j'ai pleuré dans mon arrestation, ma déportation. Donc elle est partie à l'hôpital. Alors on s'est installé dans les maisons de Trebitz. Je crois qu'on avait oublié ce qui était réellement notre chez nous, il me semble. Vous étiez complètement désorienté, non? Totalement. J'ai encore joué avec mes copains. Et puis au bout de 2 mois, un jour, la porte est ouverte et mon ami Maurice malheureusement est mort il y a à peu près 2 ans. Maurice s'est mis à crier « Francine, ton père est là !» Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens que j'ai couru comme une folle. J'avais des sabots que j'ai perdus en chemin. Et au bout de la route, il y avait 2 hommes. Je ne me suis pas trompée. Je suis tombée dans les bras de mon père et pas de l'autre. L'autre, c'était le mari de Madelon Lancel, qui était avec nous depuis Boule-la-Hollande. Je suis tombée dans les bras et j'ai crié « Papa, c'est le plus beau jour de ma vie !» Et vous savez que toute notre vie, jusqu'à sa mort, mon père et moi, ce jour-là, on se disait « Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie !» On a gardé l'habitude. C'est beau. Et votre mère, elle était encore à l'hôpital? Elle est bien sûr. Alors, papa a demandé s'il pouvait la voir. Donc, le Trebitz avait été mis en quarantaine, il ne fallait pas entrer. Et exceptionnellement, comme c'était papa qui nous avait retrouvés, parce qu'on avait disparu, hein, donc il a eu le droit d'aller à l'hôpital voir maman. Et c'est une de nos compagnes qui s'était fait embaucher comme infirmière, Madame Jacobi, qui lui a dit « Monsieur Christophe, moi je vous emmène la voir. Mais Francine, elle n'a pas le droit d'entrer. » Et papa est ressorti avec une tête absolument épouvantable en disant « Mais madame, vous vous trompez, vous ne m'avez pas mis dans une salle de femmes, c'est une salle d'hommes, ça !» Et madame Jacobi lui a dit « Mais si, c'est une salle de femmes, mais on les a rasées !» Et je me souviens encore que quand on est reparti vers notre petite maison, j'avais ma main dans la main de papa. On n'était pas arrivé depuis 1939. Et papa répétait « Ils me l'ont tondu. Oh, ils me l'ont tondu !» Posez-moi des questions, ça m'aidera. Je respecte aussi votre émotion. C'est des souvenirs lourds. Et ensuite, après, quand elle est sortie de l'hôpital... Il a fallu nous ramener en France. Oui. C'était très très compliqué parce que ils ont d'abord dit on ramène ceux qui n'ont pas eu le typhus. Après ils ont dit non, c'est le contraire. Il faut ramener ceux qui ont eu le typhus parce que les autres l'ont peut-être en germe. Bon, finalement, maman a fait partie de ceux qu'on ramenait. Et comme elle était vraiment très très malade, au lieu de rentrer en camion, comme tout le monde rentrait d'Allemagne en camion américain, conduit par des Noirs. Les Noirs ne combattaient pas, les Noirs conduisaient des camions. Donc nous, on est rentrés en train. Et c'était un train sanitaire. Mais alors, comme moi, j'avais pas eu le typhus, j'avais pas le droit de quitter Trebitz. Donc maman avait le droit de rentrer, pas moi. Ah, il n'y avait que les malades qui pouvaient rentrer. J'ai décidé que je m'évaderais. Et je me suis carrément évadée de Trebitz. Je me suis cachée pour aller jusqu'au camion. Vraiment cachée. Et quand je suis arrivée, pas jusqu'au camion, jusqu'à l'ambulance. Et je me suis approchée de l'ambulance, j'ai grimpé et je me suis cassée sous le siège de la conductrice. Depuis, j'ai appris que la conductrice, c'était la fille de François Mauriac, je crois.
D'accord. Le retour en France, comment ça s'est passé? Enfin, vous êtes arrivé où? Mis dans le train. Et en quittant Trebitz, les médecins russes avaient dit à papa, surtout, surtout, si en France on veut la mettre dans un asile, n'acceptez pas, parce que ça va durer un certain temps, et quand la fièvre retombera, elle sera de nouveau normale. Et donc on est parti. Maman divaguait, c'était épouvantable. Elle disait les choses. Je me souviens qu'il y a un docteur américain qui un jour a appelé papa dans le train et il a touché son front. Il a l'air de dire toc toc. Votre femme, lieutenant, il est OK. Et donc vous êtes arrivé à Paris, après qu'est-ce qui s'est passé? Alors on est arrivé donc en France, on est arrivé à Paris, là aussi il y a eu tout un tas de trucs parce que vous savez c'était pas comme maintenant, il y a eu tellement de problèmes. On allait d'une gare à l'autre, on n'arrivait pas à trouver une place sur des rails, parce qu'il y avait tellement de déportés, de prisonniers, tout ça, ça rentre en France. Il n'y avait pas assez de wagons, c'était une complication incroyable. Donc on a cru qu'on n'irait pas à Paris. On nous a dit, oh non, vous allez descendre à je ne sais plus quelle ville, de là on se débrouillera pour vous ramener à Paris. Enfin il a fallu, ça a été terrible. Tout ça je le raconte dans mon livre. Donc le retour à Paris, ça s'est passé comment? Vous avez dit que c'était compliqué, puisqu'il y avait beaucoup de déportés qui revenaient. En arrivant à Paris, on nous a amenés au Lutetia. L'hôtel Lutetia, c'était un palace où tous les déportés allaient. Au Lutetia, il y avait eu tout la fine fleur de l'armée allemande. Donc on y a mis les déportés. Et j'ai un souvenir, quand je me mettais à la fenêtre et que je regardais le boulevard, il y avait des grands panneaux avec des noms. C'était les noms de ceux qui étaient rentrés. Et il y avait tous les jours des gens qui venaient regarder, qui pleuraient quand il n'y avait pas le nom de ceux qui s'attendaient. Je me souviens encore de ma fenêtre. Bon, alors maman était toujours malade. Et le soir, quand on s'est retrouvés dans notre chambre à l'hôtel Lutetia, c'était la première fois depuis 1939, on était en 1945, qu'on se retrouvait tous les trois, papa, maman et moi. On a du mal à croire. Avec le recul, maintenant, je me dis, c'est pas possible. Je suis restée 6 ans sans voir mon père. Et pourtant, je l'aimais. Alors, quand on est arrivé à Lutetia, l'infirmière nous a mis dans une chambre, maman dans le lit, avec moi, et papa dans un fauteuil, les pieds sur une chaise. Et elle a dit, dormez, les médecins sont très très fatigués, ils sont allés dormir, on s'occupera de vous demain. Et le lendemain, il y a un médecin qui est venu, effectivement, il est entré dans la chambre, il a regardé maman. Maman était épouvantable. D'abord, elle était maigre, affreux, pesait 30 kilos, je crois. Elle était maigre, c'était son cou qui était tellement maigre. Puis elle n'avait pas de cheveux. Et elle portait. Les Russes n'étaient pas riches, donc ils avaient dû donner les déportés nus. Ils n'avaient pas pu les donner avec les chemises d'hôpital. Et papa n'avait qu'une chemise, et il a donné sa chemise à maman. Donc maman était dans une chemise kaki, trop grande pour elle. Ah, c'était vraiment un personnage effroyable. Donc quand le docteur est entré, il l'a regardé, il a tapoté la joue, il lui a dit « T'en fais pas, mon petit gars, on te sauvera. » Et on a entendu la grosse voix de papa. « Docteur, ce petit gars, c'est ma femme. » Incroyable. Bon, il a fallu rentrer. Mm-hmm. On n'avait plus d'appartement parce que non seulement il avait été vidé, tout parti vers l'Allemagne, mais il avait été donné à quelqu'un qui était collaborateur. Donc ça aurait été facile de le mettre à la porte, mais il avait une maison en Normandie qui avait été bombardée, donc il était spolié. Alors collaborateur, tant pis, et comme il était spolié, l'appartement était pour lui. Donc il a dit, je veux bien partir, mais vous me payez. Mais nous, on n'avait pas d'argent. C'était le vôtre? C'était en propriété? Non, à l'époque, on était locataire. C'est après, longtemps après la guerre, qu'on a commencé à acheter des appartements. Mais on ne pouvait pas payer ce bonhomme. Ça avait beau être un salaud, on ne pouvait pas le payer. On a dû emprunter pour entrer chez nous.
Chez nous qui était vide, évidemment. Mhm. Ah oui, j'ai oublié que quelque temps avant qu'il s'en aille, on avait été habité chez ma grand-mère. On s'est retrouvés donc dans un appartement vide. Moi, j'ai retrouvé ma chambre. C'était ma chambre. C'est pareil, elle était vide. On démarrait avec quelque chose donné par le gouvernement. On avait chacun un lit en bois blanc, chacun un tabouret en bois blanc. D'ailleurs, j'en ai laissé un au mémorial de la Shoah, on l'avait gardé. Une table pour nous trois et une armoire pour nous trois. On a retrouvé ça. Et puis, heureusement, les quelques meubles que nos voisins ou la garagiste en face avaient cachés. Ces gens-là, quelle merveille. Et puis, il fallait aller à l'école. Bah oui. Et j'avais l'âge d'entrer en 6e. Donc, les gens ne se rendaient pas du tout compte de ce que... Évidemment, c'est normal, de ce que j'avais vécu, de ce que je pouvais ressentir. Et comme à l'époque, on passait un examen d'entrée en 6e, ben, elle passera l'examen d'entrée comme tout le monde. Alors, je l'ai passé au lycée Racine, je me souviens encore. Et j'ai pas été reçue. Je pouvais pas. Alors, la directrice de mon école, celle qui m'avait embrassée quand j'avais mon étoile, Madame Perrin, qui était une femme tout à fait remarquable, a dit « Francine, je te prends. Tu vas faire une année préparatoire à l'école et ensuite tu rentreras au collège en 5e. » Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai recommencé à scolarité au collège Octave Gréard. C'est pas Saint-Augustin. Je parlais jamais de ma déportation à personne. À personne. Personne ne s'intéressait à ça ou vous n'avez pas envie d'en parler? Il y a une fille, je ne sais pas comment elle a su que j'étais juive, qui m'a dit un jour « Sale juive, retourne dans ton pays. » Et ça, c'était après la guerre. Ah oui, ça m'a fait un drôle d'effet. Et après la guerre, il y a eu des moments où vous aviez peur que ça recommence, ce cauchemar? Non, non. Il y a qu'une chose qui m'est restée, la peur du noir la nuit. Mes enfants pourraient vous dire que quand la nuit tombe, ils voient leur mère se précipiter vers le rideau et le tirer. Je ne peux pas voir la nuit. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Vous voulez que je vous explique? Oui. Des années après la guerre, la direction du camp de Bergen-Belsen a organisé un colloque de femmes, auquel je suis allée. Ça se passait à Hanovre, dans un grand hôtel. D'ailleurs, là aussi, j'ai un souvenir. On avait donc une chambre super. Mon mari m'a accompagné. On ne fait jamais rien l'un sans l'autre, sauf la clinique. Et le matin, j'ai demandé mon petit déjeuner dans ma chambre. J'ai eu envie d'aller dans la salle à manger. Et comme c'était un grand hôtel, c'était le camp qui nous avait offert ça. J'ai vu arriver une table roulante avec des croissants, des confitures, tellement de choses que j'ai éclaté en sanglots. Et je leur ai demandé pardon à ceux qui étaient morts au camp, qui n'avaient pas ça. Ça me rendait malade. C'était tout près le camp. Ils n'ont pas eu ça, eux. Vous avez culpabilisé d'avoir survécu? Oui, bien sûr. Alors donc le colloque a eu lieu et on était de tous les pays, partout, et il y en avait une qui venait d'Israël. Elle racontait que elle avait quitté Auschwitz, elle était arrivée à Bergen-Belsen et comme il n'y avait pas de place dans les baraques, il n'y avait plus de place puisque je vous ai expliqué, on vidait tous les camps. On avait construit des baraques en toile. Ça, je m'en souviens très très bien. Et on les avait mis là-dedans. Et il y en avait, c'était effrayant. Et elle nous a raconté que la sélection, vous savez ce que c'est la sélection? La sélection, là, c'était pas comme à Auschwitz. Elle s'était faite à coups de poing, de coups de pied. Et celles qui tombaient, eh ben, on les tuait. Et je lui ai dit, mais vous deviez crier. Oh, elle me dit, on hurlait. On hurlait, c'était affreux. J'ai dit, ça se passait quand, ça? La nuit, toujours la nuit. Et tout d'un coup, j'ai dit, apportez-moi un plan du camp. On m'a apporté un plan du camp. J'ai cherché, j'ai dit, où elle était ta baraque? Là. Je dis, la mienne? Là. Donc,
Les cris que j'entendais, c'était les tiens? Ben oui. On est tombés dans les bras l'une de l'autre, on pleurait. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi je fermais les rideaux le soir. Ah oui, parce que tout ça se passait la nuit. Ouais. Mais ce qui est amusant, c'est que ça aurait dû arrêter, mais je continue quand même à les fermer. Je continue quand même à avoir peur. C'est très, très curieux, hein, dès que je rentre. Ce podcast a été entièrement réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Francine Christophe pour son accueil chaleureux ainsi que pour son précieux témoignage. En raison de la richesse de son récit, le prochain épisode lui sera également consacré.